Mickaël Mourcia, je suis directeur technique de Capensys et je m'occupe particulièrement du projet Canopsys au sein de Capensys. Et donc on a démarré une série de webinars que vous avez peut-être suivis pour les précédents, qui concernaient, on va dire, l'aspect général de Canopsys. Aujourd'hui, on fait un zoom sur l'aspect interconnexion et notamment connecteur de données. Et donc l'idée, c'est que vous puissiez découvrir comment se passe l'interconnexion d'un outil de supervision dans Canopsys. Et donc on va parler un petit peu de théorie pour que vous sachiez comment on paramètre certains connecteurs. Voilà, j'ai pris des exemples. Et puis que vous compreniez voilà ce qui va circuler comme information que Canopsys va considérer comme acceptable. Et puis derrière, on passe sur quelques ateliers. Donc j'ai retenu 4 outils. Nagios, voilà, pour le côté un peu historique des choses, même s'il est moins utilisé, il y en a quand même encore quelques-uns en production. J'ai choisi Centréon, qui est quand même assez massivement déployé. Logstash, qu'on voit évidemment de plus en plus. Et puis, quelque chose d'un peu plus technique, où on utilisera directement l'API avec des outils de ligne de commande comme curl, qui vous permettront de voir que c'est assez aisé de publier des événements au travers des API dans Canopsys. Alors, excusez-moi. Donc pour le plan d'aujourd'hui, donc c'est ce que je viens de vous expliquer, le positionnement de cette partie d'interconnexion au sein même de Canopsys, voilà, parce que c'est un des 3 objectifs qui est visé par Canopsys, la centralisation d'informations. Ensuite, la partie structurelle des événements, quels sont les attributs qui sont attendus dans Canopsys pour qu'un événement soit considéré comme valable. Et la partie publication en elle-même, quelles sont les méthodes qu'on peut utiliser pour publier un événement dans Canopsys. Mes fameux exemples, donc là on passera sur les navigateurs et puis sur les shells pour vous montrer comment ça fonctionne. Et puis je vous ouvrirai un petit peu le débat pour vous dire voilà, maintenant qu'on a fait entrer des informations dans Canopsys, vers quel chapitre il faut se tourner pour pouvoir faire des traitements et puis la restitution. Questions-réponses, mais comme je vous l'ai dit en introduction, les questions-réponses, vous pouvez me les poser au fur et à mesure dans le chat. Je jette un œil à cette partie-là de temps à autre, et puis si je peux répondre en direct, je le fais. Donc n'hésitez pas à m'interroger à ce niveau-là. Voilà, j'espère que vous êtes bien en place, vous avez un petit café sur le côté, et on peut vraiment démarrer de ce fait. Bonne présentation à tous, et en tout cas, je suis vraiment ravi de vous retrouver. C'est bien sympa comme exercice, et c'est vraiment plaisant à faire. On est bien content de pouvoir organiser ce type de webinar. Allez, à tout à l'heure. Alors, le positionnement. Les 3 objectifs d'un outil d'hypervision et particulièrement de Canopsys sont de pouvoir centraliser et agréger des informations, de pouvoir les traiter et de pouvoir les restituer, les résultats des traitements. Donc là, je vous apprends rien, et c'est déjà les informations qu'on présente dans les webinars plus généraux. Mais là, c'est simplement pour vous dire que le sujet qu'on va traiter aujourd'hui, c'est le sujet particulier de la centralisation. Et donc, le principe, c'est de vous montrer que on utilise des différentes sources de données, des outils de supervision, des applications métiers, des bases de données, et qu'on centralise les messages vers Canopsys. Donc on va zoomer sur ce chapitre-là aujourd'hui. Alors, petit rappel, mais que vous connaissez également, la fameuse pyramide qui présente les différentes couches de supervision et donc d'hypervision. Alors, ça me permet simplement de vous rappeler que dans les connecteurs qu'on va aborder aujourd'hui, et quasiment 3/4 ou même 4/5 des connecteurs qui existent sont des connecteurs qui vont pousser les informations vers Canopsys. Donc Canopsys, c'est plutôt en attente, et le superviseur va être à l'origine de la remontée d'informations vers Canopsys. Donc cette pyramide, elle permet simplement de redire les choses, et donc de vous préciser que il y a bien une action côté supervision qui va permettre de pousser l'information vers l'hypervision. Voilà le gros du sujet du jour. Donc, à gauche,
les outils de supervision, alors, mais pas que, mais c'est une petite parenthèse pour simplement repréciser les choses. On peut aussi connecter des informations de référentiel qui vont permettre de venir enrichir le référentiel interne de Canopsys. Bon, sujet à part que je traite pas aujourd'hui, mais voilà, aujourd'hui on aborde plus les sujets d'outils de supervision. Vous voyez là, j'ai pris certains de marché, Zabbix, Tivoli, Centréon, etc. Des bases de données et certains outils d'infrastructure comme, bien aujourd'hui on abordera Logstash, mais il y en a plein d'autres évidemment. Et puis les applications métiers à partir desquelles on peut faire également des interconnexions à travers certains autres biais. Donc la notion qui est au milieu de ce débat, c'est la notion de connecteur. Et donc un connecteur, c'est bien en fait un petit programme qui va s'exécuter à un endroit et qui lira les informations de l'outil de supervision et qui les transférera à Canopsys par une des deux méthodes que je détaillerai après, mais que vous voyez ici à droite sur le schéma, le bus de données AMQP et ou l'API qui est mise à disposition. Donc c'est la notion de connecteur. Un peu plus tard, je vous donnerai les liens de documentation qui vous permettent de voir quels sont les connecteurs qui sont actuellement existants. Et sachez que si jamais vous aviez un outil à interconnecter pour lequel il semble ne pas exister pour l'instant de connecteur, on est évidemment ouvert au débat soit du développement, soit du conseil pour utiliser un connecteur existant. Donc, il ne faut pas hésiter à nous solliciter sur cette partie-là. Voilà pour le décor. Donc, des outils de supervision, des connecteurs et l'entrée dans Canopsys. Alors, sachez que finalement, un connecteur, c'est considéré comme un projet dans le projet, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on en met à disposition quelques-uns et on considère que l'entrée dans Canopsys se fait au moment du bus. Donc, finalement, ce qui est en amont, donc ces connecteurs, il faut traiter ces mini-projets dans les projets d'hypervision et c'est étudié en général pendant les phases de spécification des projets. Bon, je vois pas de questions pour l'instant. Si vous en avez, n'hésitez pas. Attendez, si, pardon, j'ai peut-être loupé un truc ici. Donc, alors, existe-t-il un connecteur Splunk Canopsys? Alors, je vais en parler un petit peu après à ce moment-là, puisque finalement, on peut lire toute forme de log, on peut lire des trappes SNMP, un tas de choses. Donc, j'ai pas de doute sur le fait qu'on puisse, pourquoi pas, interconnecter Splunk. Mais bon, je déroule comme ça, on verra toutes les méthodes, et puis on s'y retrouvera forcément à un moment donné pour interconnecter ce type d'outils. Alors, quelques informations théoriques, mais qui sont vraiment très importantes pour comprendre comment fonctionne l'interconnexion. Alors, déjà dans un premier temps, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on va communiquer avec Canopsys dans un format qui s'appelle le JSON. Le JSON, c'est un gros mot pour dire simplement que c'est un format textuel dans lequel on va écrire des noms d'attributs et des valeurs d'attributs. Alors ça pourrait être des structures également, mais pour faire simple, vous voyez là, vous avez par exemple en tout début de slide l'attribut qui s'appelle connector, qui représente le type de connecteur. Sachez que en JSON, ça s'écrirait les guillemets connector, deux points, guillemets, le type de connecteur. Donc c'est extrêmement simple en fait. Voilà, ça veut dire que on écrit du JSON avec son éditeur de texte. Donc finalement, fabriquer un message, c'est relativement aisé dans Canopsys. Donc vous pourriez très bien le faire à la main, vous pourriez très bien le programmer. En fait, il n'y a pas vraiment de restrictions. Et sachez que tous les langages de programmation, de toute façon, embarquent des librairies JSON sous Windows, sous Linux, donc du PowerShell, n'importe quel shell sous Linux, du Python, du Go, du VB, voilà, tous les langages embarquent une librairie JSON, donc ça veut dire que c'est relativement simple finalement de bâtir un message Canopsys. Voilà, ça c'était une petite parenthèse. Alors, pour que vous compreniez bien de quoi on parle, pour pouvoir interconnecter un outil, on écrit donc des messages, et le premier boulot de Canopsys quand il reçoit un message, c'est
vérifier qu'il respecte la norme qui a été éduquée dans Canopsys. Alors, vous avez évidemment des liens de documentation pour rebondir sur la structure des événements. Alors, c'est un petit peu après dans les slides, vous l'aurez. Donc, en respectant cette norme, eh bien, les messages seront acceptés côté Canopsys. Il y a donc bien un filtre qui va, entre guillemets, mettre à la poubelle les événements qui ne respectent pas le format qui est attendu. Alors, le deuxième boulot de Canopsys en recevant un message, ça va être d'identifier l'entité qui est impactée par l'événement. Alors, je déchiffre. Une entité, c'est finalement un élément, un CI. C'est quelque chose, en fait, voilà. Alors, nous, on l'a nommé entité, qui est pointée par l'événement. C'est-à-dire que quand vous envoyez un message qui concerne un file system, par exemple, ou qui concerne une base de données, eh bien, il faut nommer cette base de données, et puis il faut savoir, par exemple, sur quelle machine elle est hébergée, sur quel serveur de base de données elle est hébergée. Et donc, on va repérer cette entité. Et c'est très important puisque c'est ce qui va nous permettre finalement de déterminer la clé unique de l'entité sur laquelle porte l'événement. Alors, dans Canopsys, on repère cet élément-là avec 5 attributs. Vous les voyez devant, vous les avez sur le slide. Donc, connector et connector name qui vont représenter la source émettrice de l'événement. Donc, dans nos exemples du jour, ça pourrait être Logstash et par exemple un nom d'application, ou ça pourrait être Centréon et le nom d'un poleur. Et donc ça, évidemment, c'est vous qui allez déterminer comment vous souhaitez mapper, entre guillemets, eh bien, les attributs et leurs valeurs. C'est vous qui allez décider ça. Une fois qu'on a repéré la source, on va repérer s'il s'agit d'une ressource ou d'un composant qui est impacté. Alors, si je fais un transfert simple sur l'outil Centréon, que vous devez connaître certainement tous, eh bien, un composant, ça serait par exemple un host. Voilà, c'est ce qui est porté par Centréon. Et puis une ressource, ça pourrait être par exemple un service. Et donc, si vous faites un contrôle CPU sur une machine serveur Intel, eh bien, vous aurez une ressource CPU sur le serveur Intel. Voilà. Donc ça, c'est le nécessaire obligatoire pour publier un événement dans Canopsys. Donc il vous faut au moins ces informations. Bon, a priori, j'ai pas de remarques là sur le chat. Donc je vais continuer. Voilà, s'il y a des choses qui sont floues, hein, n'hésitez pas surtout. Hein. Mais en tout cas, voilà, on repère l'entité qui est impactée par l'événement dans le début du message, c'est obligatoire. Alors ensuite, on va passer aux choses un peu plus sérieuses. On va repérer le type de l'événement, parce que dans Canopsys, il y a plusieurs types qui sont pris en charge. Et donc, le premier type, celui sur lequel on va s'intéresser le plus aujourd'hui, c'est le type check. Ça veut dire c'est le type qui permet de porter des événements de supervision. Et donc, comme on va aujourd'hui interconnecter Nagios, Centréon, Logstash et curl, finalement, on est vraiment dans le vif du sujet concernant la supervision. Et donc, je détaille, je fais un zoom après sur ce typage d'événements. Mais sachez qu'il en existe d'autres. Bon, là, j'ai mis quelques exemples. ACK, Snooze, Declare Ticket. Il y en a plein d'autres. Hein, déclaration de downtime, association de tickets. Enfin, voilà, il y en a quelques-uns. Et vous voyez, c'est là que j'ai mis le lien des structures d'événements pour savoir ce à quoi vous avez droit dans un événement. Donc finalement, ceux auxquels on s'intéresse aujourd'hui sont les événements typés check. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va ajouter aux informations de base lorsqu'on a typé un événement check? Eh bien, on va ajouter pourquoi pas une date avec un horaire. Donc c'est du format timestamp. Bon, c'est pour spécifier l'heure à laquelle s'est produit l'événement. Ça paraît assez logique. Et puis on va pouvoir ajouter des messages et une sévérité en fait. Et vous voyez que ça se prête bien au jeu de la supervision. Vous avez les 4 sévérités qui sont prises en charge par Canopsys. Information ou recovery, quand on a un retour à la normale pour une alarme.
criticité mineure, majeure et critique. Voilà, donc finalement, si vous prenez les informations de base et que vous leur ajoutez ces éléments-là, eh bien vous avez un événement valable format check pour Canopsys. Et donc si vous envoyez ça, Canopsys traitera l'information. Dernier élément, et non des moindres, vous avez la possibilité d'ajouter n'importe quel autre attribut. D'accord? Et là, c'est à vous de choisir. Donc, vous pouvez faire circuler des informations personnalisées. Donc, ce qui vous chante, un périmètre, un domaine, un nom de client, une URL. En fait, c'est ce que vous voulez. Par contre, sachez que Canopsys réagit plutôt de manière déclarative. Ça veut dire que si vous souhaitez que ces attributs poursuivent leur course dans Canopsys, il faut absolument utiliser des règles d'enrichissement pour dire qu'on va les traiter et donc on va les accepter à l'entrée de Canopsys. Donc je vous ai mis un lien que vous aurez du coup, qui vous permettra de rebondir sur l'enrichissement. Quand vous recevrez les slides, vous verrez c'est cliquable, donc vous pourrez aller directement sur la documentation et voir comment on peut enrichir et comment on peut fabriquer des règles d'enrichissement surtout vis-à-vis de ces ajouts d'attributs personnalisés. Ça va pour tous là, du coup, vous comprenez bien les choses, vous êtes ok avec ça? A priori, ça a l'air d'aller. Je vois pas d'informations contradictoires sur le chat. Ok. Alors je poursuis. Maintenant qu'on a vu à quoi devait ressembler un message, alors on a vu rapidement, hein, mais c'est juste pour vous donner quand même l'information de base. Mais maintenant qu'on a vu ça, on parle des méthodes de publication. Il y a deux méthodes qui permettent de publier un événement dans Canopsys. La première méthode, c'est via le bus de données AMQP. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Canopsys met à disposition un bus qui implémente le protocole AMQP. Bon, c'est technique, mais il y a beaucoup d'implémentations de ce type de bus qui existent. Alors, celui que nous on utilise, c'est RabbitMQ. Sachez que tous les langages de programmation embarquent de toute manière une librairie AMQP et que donc tout ça c'est abstrait par les librairies. Et donc vous pouvez utiliser vos langages de programmation préférés pour vous connecter au bus et donc publier des messages. Alors les avantages qu'on met en face de l'utilisation de ce type de bus, c'est les débits à l'entrée. On peut traiter plusieurs centaines ou plusieurs milliers même d'événements par seconde à l'entrée de ce type de bus. Donc ça veut dire que c'est assez robuste pour prendre en compte ce débit. Et deuxième avantage qu'on met en face de cette techno, c'est la possibilité de proxifier les connexions. Ce qui fait que lorsque vous publiez un message dans ce bus peut relayer le message à plusieurs environnements Canopsys. Et donc vos informations de supervision de production peuvent être transmises à la fois aux environnements de pré-prod Canopsys et aux environnements de production. Alors voire de qualification. Donc ça permet d'être en situation réelle pour faire vos recettes et puis pour faire vos tests de montée en charge, vos tests de vue, vos tests de réglementation, etc. Donc ça veut dire que cet argument de proxification il est vraiment important parce que c'est assez rare de pouvoir justifier de plateformes de supervision de pré-production identiques aux productions. Donc c'est quand même un avantage certain. Alors voilà pour la première méthode de publication. Et la seconde méthode, eh bien c'est tout simplement l'API HTTP. Alors c'est beaucoup plus répandu forcément, c'est très simple à aborder et ça permet de traverser des zones en général qui sont contraintes par des règles de sécurité. Donc je dirais que c'est un des avantages principaux, c'est d'être flexible face à ces contraintes. Donc et puis forcément, c'est plus simple à aborder d'un point de vue technique de publier une information par une API HTTP. Il y a beaucoup d'outils qui permettent d'exécuter des webhooks et donc effectivement c'est possible d'aller dans ce sens-là. Alors oui, c'est une API REST. Alors sachez que là, on parle de la publication d'événements en particulier, mais que évidemment, on est capable via l'API, d'exécuter
aussi toutes les opérations possibles et imaginables dans Canopsys. Donc, vous pourriez aussi déclarer un acquittement, faire une déclaration de ticket, enfin, toutes les opérations existantes, elles sont accessibles via l'API. Donc voilà, bus MQP, API HTTP. Alors, je vous ai dit, j'ai retenu quatre types d'outils. Alors, la famille Nagios, Centreon, Logstash et Curl, qui serait plutôt voilà, ligne de commande. Alors sachez qu'il en existe plein d'autres, mais bon voilà, j'ai limité le spectre parce que quand on a compris pour ces 4 exemples, après je pense qu'on peut facilement transférer sur les autres exemples. Sachez que dans la salle, si vous êtes intéressé, vous pouvez me le faire savoir et je peux faire monter quelqu'un sur scène qui pourrait vous parler de Zabbix, qui est un outil qui est répandu également. Et donc si vous avez des questions sur cette interconnexion, personne tierce pourrait voilà, monter sur scène et puis vous expliquer les tenants et aboutissants. Voilà, si vous êtes intéressé, faites-le moi savoir dans le chat. Alors, Nagios, je l'ai choisi peut-être par nostalgie un petit peu parce que c'est vrai que c'est un outil qui est déprécié aujourd'hui, mais disons que c'est le premier connecteur qu'on a écrit dans l'histoire de Canopsys et il est quand même assez représentatif. Donc c'est quand même intéressant de balayer cet exemple pour vous donner une idée de comment ça fonctionne. Alors sachez que le connecteur utilise du coup la méthode de connexion MQP et vous avez la documentation qui est donnée en lien sur les slides. Donc si vous voulez la consulter, n'hésitez pas. Alors de manière générale, avant de parler de Nagios, sachez que les connecteurs sont placés de manière assez proche des outils de supervision et bien souvent ils utilisent les mécanismes mis à disposition de ces outils. Et donc Nagios met à disposition un mécanisme qui nous permet de nous abonner au type d'événement que lui exécute. Et donc c'est ce qu'on a utilisé. Donc on s'est connecté au cœur de Nagios, on s'abonne aux événements qui sont mis à disposition, et puis de là, on les transforme, comme vous l'avez vu en introduction, au format JSON, et puis on les publie dans le bus de données. Alors, ce que ça donne, ça va vous permettre de voir. Alors, je vais vous projeter ça. Normalement, vous devez avoir un Nagios. Alors, je vous ai dit, hein, c'est un peu nostalgie, hein, donc vous avez l'interface qui est un peu d'époque. Alors là, vous voyez donc des services et un host. Ici, c'est les configurations par défaut qui sont configurées. Et donc le résultat qu'on attend de ça, eh bien, c'est que lorsque j'ai un changement d'état, lorsque j'ai ici un événement qui se produit, eh bien, c'est de pouvoir le retrouver dans Canopsys. Donc ici, j'ai une vue Canopsys qui est configurée pour ne montrer que les événements qui viennent de Nagios. Et donc là, voilà, vous avez quelques exemples. Et donc tous les éléments qui sont en ce moment même, vous voyez ici, je vous montre l'écran sur Nagios, vous les retrouvez ici. Alors sachez que Canopsys ne traite que la partie alarme, et donc les informations qui sont dites OK nous parviennent, mais chez nous, ça ne sert simplement qu'à faire soit des enrichissements, ou soit des contre-alarmes quand il s'agit d'un recovery. Donc là, vous avez bien l'alarme qui est présente en ce moment dans Nagios, vous la retrouvez ici, et puis vous avez son historique si vous le souhaitez. Donc vous avez les petits écrans ici qui vous permettent de voir le détail si vous en avez besoin, et puis vous avez les historiques, voilà, qui vous disent voilà ce qui s'est passé sur les éléments. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour obtenir ce résultat? Eh bien, voilà, ici sur ma plateforme, j'ai un conteneur Nagios. Eh bien, je vais simplement vous montrer la ligne que j'ai rajoutée. Alors là, on passe un peu dans la technique. Alors, ce qui est intéressant de voir, j'espère que vous voyez bien sur le partage, mais c'est cette ligne-là. Et donc, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, voilà, je veux que Nagios utilise un module complémentaire que j'ai installé, qui s'appelle ici, vous voyez, NEP2MQP, qui se connecte au host webinar Canopsys.net, bah, c'est finalement l'adresse de mon bus de données, les authents, etc. Et puis j'ai mis une option ici
qui permet de transmettre les acquittements. Donc ça veut dire que ici, lorsque j'ai un acquittement qui est posé dans Canopsys, pardon, excusez-moi, je dis une bêtise, dans Nagios, eh bien, il est transmis dans Canopsys et vous le retrouvez. Voilà. Donc c'est vraiment cette idée. Donc vous voyez, finalement, ça coûte cette ligne-là à rajouter. Alors évidemment, j'ai mis à dispo le module en lui-même, hein, mais une fois que vous avez mis cette ligne, eh bien, vous avez l'interconnexion qui a lieu. Et alors, dans cette interconnexion, on a choisi nous-mêmes la méthode pour faire le mapping entre eh bien, ce qui existe dans Nagios et ce qui existe dans Canopsys. Et donc, on a mappé le nom de ressource sur le nom de service. Ici, j'ai la ressource HTTP. Si je vais dans mon interface Nagios, j'ai bien le service HTTP. Et ici, j'ai le composant localhost qu'on a mappé donc sur, voyez, le host localhost. Voilà, donc c'est une transformation qui est assez simple à réaliser. Et puis, il y a quand même un élément qui est assez important, c'est que Nagios gère des criticités et des sévérités qui sont différentes de celles de Canopsys. Dans Nagios, il y a ici une sévérité qui s'appelle unknown, qui existe, et cette sévérité n'existe pas dans Canopsys. Et donc derrière, je peux vous montrer, mais j'ai réalisé dans Canopsys une règle de transformation qui permet, pourquoi pas, vous voyez ici, je vais vous montrer comment c'est fait, voilà, qui transforme, alors ici il faut connaître un tout petit peu Canopsys, mais voilà, qui transforme les états unknown en états mineurs. Voilà. Donc si vous avez un unknown, il sera transformé en mineur dans Canopsys. Alors là, ça va un petit peu au-delà de ce qu'on fait du focus d'aujourd'hui, mais voilà, c'est une possibilité. Il faut pouvoir mapper correctement les états, les composants et les ressources. C'est quelque chose qui est assez important. Et juste pour vous rappeler, mais j'ai donc fait ici un filtre, d'accord. Alors, vous voyez, si je passe en édition, ça va me permettre de vous montrer ce filtre. Comme ça, vous verrez comment ça se passe. Voilà, je l'ai ici. Et donc, tout simplement, enfin, je dis tout simplement parce que je fais ça tous les jours, évidemment, mais voilà, vous avez connector égale Nagios. Et donc, vous vous souvenez tout à l'heure, dans la structure d'un événement que je vous avais parlé du connector et connector name, bien là, j'ai regardé le type de connecteur et j'ai dit, je ne veux afficher que ceux qui contiennent Nagios. Voilà, donc en faisant ça, eh bien ici, j'ai uniquement ceux qui contiennent Nagios. Alors voilà pour une première source. Euh, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce que ça vous paraît clair? Faites-moi un petit retour si vous voulez bien pour que j'ai un peu la tendance. Vous êtes, vous avez bien compris le principe? Alors, je sais pas. Alors j'ai un oui pour l'instant, tant mieux. J'ai un deuxième oui. C'est clair, hâte de pratiquer. Ah oui, bah là après il y a, après il y a plus qu'à. Hein. C'est simple, ok. Un autre oui, ok. Bon, a priori ça a l'air d'être assez clair. Donc ça vous donne la philosophie. Voilà, cet exemple vous donne la philosophie. Euh, on positionne un connecteur, donc un module, un script, un binaire, enfin c'est un petit programme. On le positionne assez proche de la source, et puis on lui donne toujours une adresse cible de Canopsys, et là en l'occurrence le bus de données. Et puis derrière on retrouve les éléments. Alors ce que je peux vous faire comme dernière démo si vous voulez avec ce Nagios, c'est que Nagios il permet de publier des faux états. Alors je vais m'en servir. Vous voyez ici je vais soumettre un résultat par exemple critique. Là, alors je vais dire un résultat critique. Je vais peut-être essayer de l'écrire correctement, voilà. Et donc en faisant ça, bah, je m'attends à avoir l'information côté Canopsys ici.
Et donc en rafraîchissant, bah, là je vais me retrouver avec un événement supplémentaire. Et vous voyez, j'ai bien le root partition qui me dit un résultat critique. Vous voyez? Donc là, c'est bien ce que j'ai reçu de Nagios. Et vous avez vu que c'est de l'ordre de l'instantané. Alors, instantané, ça veut dire que Nagios a publié cet événement, on est abonné à ce type d'événement, donc on le lit, on le transmet au bus, le bus fait son enchaînement de traitement pour savoir s'il faut enrichir, traiter l'information, ajouter des choses, traiter des états, des recovery, et une fois que c'est fait, il stocke l'information pour la mettre à disposition de l'API, et donc vous voyez, ça s'est fait en quelques millisecondes, quoi. C'est vraiment le principe. Voilà, sachez que d'un point de vue date, vous avez plusieurs dates qui vont être prises en charge dans Canopsys. Si vous publiez la date de l'événement dans l'événement, eh bien, c'est celle qu'on prendra en compte pour la création. Et ensuite, vous allez avoir des dates de mise à jour ou des dates de dernier événement. La mise à jour, pour faire simple, c'est la date du dernier changement d'état. Et la date du dernier événement, c'est, comme son nom l'indique, la date du dernier événement, même si cela n'a pas donné lieu à un changement d'état. Donc ça peut être important. Je sais que certains utilisent ces éléments. Ça peut être très important pour savoir si on reçoit bien des événements de telle ou telle source. Alors sachez également que comme vous êtes en attente d'informations, c'est pas parce que vous ne recevez pas d'informations qu'il y a un problème. Alors ça c'est vrai dans certains cas, mais ça peut être faux dans d'autres. Alors sachez qu'on met à disposition un mécanisme de Heartbeat ici, qui va vous permettre par un jeu de règles ici de dire voilà tous les événements. Alors vous voyez, je pourrais vous le faire exactement comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc tous les événements qui matchent ce pattern. Donc dans mon cas, en gros, tous les événements qui viennent de Nagios, voilà, je les repère et je dis que je me suis peut-être trompé dans le pattern. C'est juste pour vous montrer le truc. Voilà, je dis que si jamais il n'y a pas d'événement pendant 1 minute, eh bien, je vais considérer que c'est un problème. Alors, ça veut dire que vous êtes sûr et certain que vous avez des événements qui circulent quoi qu'il arrive chaque minute. Et donc, si vous n'en avez pas, vous pouvez lever une nouvelle alarme dans Canopsys qui vous dira ah, attention, je n'ai pas reçu d'événement depuis plus d'1 minute, donc il y a certainement un problème d'interconnexion. Voilà, c'est notre méthode pour repérer ce type d'avarie. Allez, je poursuis avec Centréon. Alors, vous avez vu, il n'y a que le logo qui a changé. C'est exactement le même principe. Je positionne un module du broker Centréon. Alors, vous voyez, j'utilise des termes qui sont ceux de l'outil source. Dans Centréon, ça s'appelle un broker, et ce qu'on va venir lui ajouter, ça s'appelle un module. Et donc ce module, pareil, est abonné au cœur du système Centréon et va transformer ces informations qu'il reçoit en messages compréhensibles par Canopsys. Bus de données, vous avez la documentation. Alors, on a un avantage avec Centréon, c'est qu'il y a une interface graphique, contrairement à Nagios où on ne peut pas faire le paramétrage de manière graphique. Bon, j'ai un Centréon, je pense que vous connaissez les interfaces. Alors je suis en 19.4, j'ai pas encore mis la 24, mais ça ne saurait tarder. Donc vous avez un host et des services. Alors vous savez que la philosophie Centréon, elle est quand même à la base très très proche de celle de Nagios. Donc les mappings que nous on a prévus sont strictement les mêmes. Les services sur les ressources, les hosts sur les composants. Et bien ce que vous voyez là, on le retrouve forcément dans mon écran. Ici, vous voyez, j'ai un autre onglet source Centréon. Donc c'est le même type de filtre. On retrouve les éléments et puis ceux qui sont critiques, mineurs, etc. Voilà, c'est exactement le même principe. Alors comment je suis arrivé à cette possibilité? Eh bien, ici donc dans Centréon, alors ça se passe là, voilà. Vous voyez, je vais dans la configuration du broker puisque c'est de ça dont il s'agit.
Alors, auparavant, peut-être que je peux vous le montrer, pardon, je vais vous montrer ça d'abord. J'ai installé l'extension, en fait, parce qu'on fournit une extension Canopsys. Vous voyez ici, Canopsys Output Module. C'est une extension qui est disponible et puis que vous pouvez installer. Et quand elle est installée, elle vous donne le droit de venir ici dans la configuration du broker pour ici donc Central Broker Master. Et pour finir, il s'agit d'un module qui permet de sortir de l'information du broker. Donc chez Centréon, c'est plutôt côté output. Et on va le retrouver donc ici. Vous voyez, output 4, Canopsys MQP bus. Et donc vous en rajoutez, vous voyez, en faisant, vous pourriez en mettre plusieurs d'ailleurs. Vous voyez ici, j'ai bien l'aspect Canopsys dans la liste. Donc c'est ce que l'extension a rajouté. Une fois que vous avez mis ça, eh bien, rebelote, vous donnez les informations de destination de Canopsys. Donc user, mot de passe, des informations que vous retrouvez dans la documentation, et puis des options. Est-ce que vous voulez transmettre les host groups, les services groups, les macros, les URL, les ACK et downtime? Enfin, c'est vous qui choisissez ce que vous voulez transmettre. Et puis, en sauvegardant, en redémarrant le broker, eh bien, vous accéderez aux événements de Centréon directement dans Canopsys. Vous voyez, c'est relativement simple à appréhender. Au même titre qu'ici, vous ajoutez vos informations dans la base de données Centréon, et bien là, vous les transmettez au bus de données Canopsys. Et de la même manière, vous voyez si, alors où est-ce que c'est déjà? Hop, ici. Donc, si vous allez sur une vue service, eh bien, vous pourriez, pourquoi pas, voilà, si je prends le proc NTPD ici qui est rouge, eh bien, je pourrais, pourquoi pas le sélectionner, lui mettre un acquittement, comme c'est ce que j'ai fait. J'ai activé l'option de suivi des acquittements, option de suivi des CK. Et donc en faisant ça, sur mon proc NTPD, ici là dans Canopsys, si je cherche là NTPD, et l'acquittement est bien arrivé, j'ai bien, c'est bien écrit option de suivi des ACK à 10h42. Et donc, bah, c'est bien ce qui s'est passé. Vous avez reçu l'information. Et toujours de la même manière, dans la chronologie, vous retrouvez eh bien l'acquittement qui était fait par admin, parce que c'est bien le user qui était logué côté Centréon et qui vous a emmené ça. Voilà. Alors, pareil, envoyez-moi votre niveau de compréhension, votre ressenti dans le chat. Est-ce que ça vous paraît accessible? Vous voyez, c'est pas sorcier. Par contre, ça veut dire que vous devez quand même avoir une connaissance de l'outil source que vous souhaitez interconnecter. Vous voyez là, c'est parce qu'on sait que Centréon fonctionne avec avec un broker et qu'on peut lui ajouter un module. Voilà, donc nous on vous fournit les procédures. Et d'ailleurs, si vous voulez voir comment ça marche, je vous montre, hein, mais vous voyez dans la doc.canopsys.net, vous avez ici une interconnexion, enfin le guide d'interconnexion plutôt. Vous allez retrouver tous les connecteurs qu'on met à disposition et qui sont maintenus. Et puis ici, à un moment donné, vous avez le fameux Centréon. Voilà. Et quand vous les cliquez, eh bien, vous avez les manipulations qui sont à réaliser. Et voilà, l'installation de l'extension, la configuration du broker, les informations qu'il faut renseigner. Et puis, bah, quand vous avez fait ça, après, vous redémarrez. Et puis, après, c'est on va dire l'exploitation classique de Centréon. Voilà ce que je peux vous dire sur Centréon. Alors, je regarde un petit peu là côté chat. Ça marche, plus complexe que compliqué. Alors, oui, enfin, voilà, le maître mot, c'est ça, c'est bien il faut connaître l'outil source. Voilà, c'est une chose, assurément, c'est comme ça. Et puis, il faut connaître l'attente côté Canopsys. Voilà. Donc, mais bon, quand vous aurez fait le premier, après, tout sera plus simple, hein, évidemment.
Alors, je poursuis sur Logstash. Je vois que le chrono tourne, donc je vais avancer un petit peu. Alors, Logstash, même principe. Alors, le gros avantage de Logstash, c'est que il possède déjà, en fait, si vous voulez, une sortie possible vers un bus AMQP. Donc, finalement, on est plus de l'ordre de la configuration et de la manipulation de données que du connecteur en lui-même. D'accord? Donc, ce que j'ai préparé en guise de démo, c'est donc ici vous avez donc juste pour rappel, mais vous avez un conteneur Logstash, donc là vous l'installez comme vous voulez, hein. Il n'y a pas d'interface graphique pour le piloter, c'est voilà, c'est toujours de cette manière. Et donc ce que j'ai mis à dispo, moi, c'est un pipeline, et cette configuration vous la retrouvez en ligne. Et donc ce qui se passe, je vous la fais vraiment rapide parce que bon voilà, c'est vraiment technique, mais ici vous avez un écouteur Logstash FileBit. Donc je vais finalement écrire dans un fichier de log et ce sera lu par Logstash. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. J'ai la configuration de conversion ici d'un message qui est publié dans un log en un message qui sera compréhensible par Canopsys. Et ici, j'ai simplement la configuration pour aller vers Canopsys. Donc, bon, il suffit de recopier ce bloc, hein, faut pas chercher plus compliqué. Et donc, en faisant ça, lorsque je vais écrire dans un fichier, eh bien, ce sera envoyé en fait dans Canopsys. Alors, j'ai un fichier de test ici à dispo. Alors, regardez bien, mais vous voyez que ça contient bien un JSON avec donc des attributs, de points, des valeurs. Et donc, vous voyez, ce qui m'intéresse ici, j'ai composants et ressources. Donc ici, je pourrais écrire, par exemple, Logstash ressources webinar. Voilà, je vais simuler un log en fait, hein. Et puis ici, Logstash composant webinar. Alors simplement en publiant ce log, donc ça c'est vraiment de la configuration Logstash classique, et bien là Logstash lit le message de log et puis bah, le publie dans Canopsys. Alors j'ai toujours une vue dédiée ici, et vous devriez retrouver, bah, vous voyez, mon composant Logstash composant webinar et mon composant Logstash ressources webinar à 10h48. Ouais, donc tout ça est quand même relativement instantané. Et alors vous pourriez derrière, pourquoi pas, bah, publier aussi des acquittements, des downtime. Enfin là, c'est vous qui devez savoir ce que vous souhaitez mettre en œuvre comme type d'interconnexion. Dernier élément, curl. Et donc c'est là où on va peut-être voir le plus de, comment dire, le plus de technique, le cœur vraiment des événements. Alors sachez que on met à disposition une API d'événements, voilà, qui ressemble à ça. Alors attendez, je vais agrandir un peu mon écran. Oula, pardon. Comme ça, vous allez voir un peu mieux. Voilà. Donc ici, vous voyez l'API V2 Event, et puis vous lui publiez ici un JSON directement. Et donc finalement, ça vous permet d'interconnecter vos outils tiers, comme par exemple des ordonnanceurs de tâches, ce genre de choses, ou des applications maison. Et donc si on regarde un composant, et donc un message qui porte sur un composant, voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est vraiment ce que je vous ai décrit en introduction. Un attribut, une valeur, un attribut, une valeur. Et donc vous pouvez publier ce type de message. Et donc, si ici, je l'édite et que je mets ce qu'on veut bien, voilà, ici, curl composant webinar, eh bien, je peux publier ce message et il sera pris en compte directement dans Canopsys. Et alors, si je veux le publier, pardon, j'appelle ma commande de curl, j'envoie,
une réponse qui me dit que ça a bien été envoyé. Et derrière, eh bien, je vais me retrouver ici avec un message, voilà, curl webinar que j'ai envoyé à 10h50. Voilà pour l'idée. Et alors, je peux aussi donc, alors je l'ai appelé curl composant webinar. Je peux publier une ressource, voilà, qui va concerner cet élément-là. Webinar. Et je peux donc de la même manière publier cet événement. Là, c'est vraiment ce que vous feriez si j'arrive pas à le faire. Ouais. C'est vraiment ce que vous feriez si vous étiez dans un cas de développement. Et donc voilà voilà comment il faudrait s'y prendre. Et puis ici, vous allez retrouver les éléments. Alors, petite avant-première, mais si vous avez été attentif, vous voyez que l'alarme n'est pas apparue sur cet écran. Et j'ai cette petite icône qui est apparue ici, là, au niveau du composant. Et donc, simplement que le système a détecté que la ressource qui était en faute concernait un composant qui lui-même est en faute. Et donc, il a regroupé les alarmes pour en faire une méta-alarme. Et donc, c'est juste pour vous montrer, là, et frimer un petit peu, mais c'est ici, dans les alarmes liées, vous allez donc retrouver l'alarme fille qui est en faute également. Et donc sachez que voilà, on a publié le module de corrélation dans Canopsys et que vous pouvez accéder à ce type de règles ou d'autres règles plus complexes. Là, ce que vous avez vu, c'est le lien parent-enfant tout simplement. Et donc l'enfant qui est en faute sera mis sous son parent si jamais son parent est en faute également. Voilà, c'est un peu l'idée de cette règle. Voilà, donc en synthèse, on a vu rapidement à quoi ressemblait un événement et comment est-ce qu'on pouvait le publier dans Canopsys. On a vu 4 exemples de sources de données. Il y en a évidemment plein d'autres que vous pouvez voir sur la documentation et notamment sur le guide d'interconnexion. Et la suite de ça, eh bien, c'est de pouvoir enrichir les événements, les corréler, exécuter des actions, des webhooks, enfin en tout cas c'est traiter l'information que vous avez reçue, et, tout au moins que Canopsys a reçue. Et une fois que vous avez fait ça, eh bien voilà, vous bénéficiez de toutes les fonctions de Canopsys. Mais la première étape, c'est bien de centraliser les événements. Alors, j'ai fini pour ma présentation, et donc si vous le souhaitez, vous pouvez me poser des questions, vous pouvez me dire s'il y a des choses qui sont floues, si vous pouvez me poser des questions sur l'existence de connecteurs ou pas. Donc interrogez-moi et puis je réponds volontiers à toutes vos questions si vous en avez. Voilà, dites-moi simplement, je suis vraiment à disposition là. Ou alors vous avez tout compris et du coup j'ai j'ai atteint mon objectif, c'est parfait comme ça. Alors, en attendant que certaines questions arrivent, donc sachez que certains connecteurs sont des connecteurs qui ne sont disponibles que dans les versions à souscription de Canopsys. C'est le cas par exemple d'un connecteur qui peut aller lire des emails et transformer un email en un événement Canopsys. C'est le cas de la réception de Trap SNMP par exemple. Donc la réception de Trap SNMP est soumise à cette licence, et donc si vous voulez faire des règles de transformation, voilà, c'est la version payante qu'il faut prendre, en fait, tout simplement. Et mais bon, ça c'est indiqué à chaque fois dans la documentation, donc n'hésitez pas à la parcourir. Je vous fais une autre remarque également, mais comment dire, le fait que Logstash soit un des connecteurs de Canopsys fait que de fait vous pouvez bénéficier de tous les entrants possibles Logstash. Donc ça aussi, ça ouvre le monde de l'interconnexion par ce biais. Alors,
Clovis, c'est clair pour moi, pas de question. Il faut mettre en place maintenant. Bah oui, ouais, tout à fait. C'est le fameux, il y a plus qu'à. Alors pour mettre en place Canopsys, vous avez deux méthodes qui peuvent vous aider. Enfin, c'est deux méthodes officielles. Vous avez des installations qui sont réalisées par paquet, et donc soit RPM, soit Debian. Donc ça, la documentation est, je pense, assez explicite pour le faire. Si jamais c'était pas le cas, bah, n'hésitez pas à nous faire des retours pour qu'on puisse faire des corrections. Et sinon, vous pouvez aussi utiliser des images Docker. Et donc avec une commande, finalement, on fournit les fichiers de Docker Compose. Avec une commande, vous pouvez lever un environnement Canopsys en quelques minutes, quoi, le temps de télécharger les images. Donc la mise en place de l'environnement est assez simple. Et puis après, bah, pour les connecteurs, bon, je vous en ai montré quelques-uns. Tout ce que j'ai pris, ça sort de la documentation, donc vous pouvez largement vous appuyer dessus pour faire vos tests et puis faire vos différents essais. Voilà. Dans le planning, sinon, il y a 2 prochains webinars qui vont avoir lieu. Je pense que vous avez dû recevoir les communications à ce sujet. Il y aura donc un webinar qui sera consacré justement au sujet de la corrélation. Je vous ai montré un tout petit exemple aujourd'hui, mais c'était vraiment pour vous dire que ça y est, voilà, c'était mis en place. Mais il y a aussi toutes les autres règles que je vous présenterai dans le prochain webinar. Et puis il y aura également un retour d'expérience qui sera réalisé par un client qui vous expliquera comment il utilise Canopsys et comment il l'exploite. Donc c'est l'occasion de venir voir un cas d'usage dans la réalité pour voir comment ça peut être exploité. Est-ce que vous avez d'autres questions peut-être? Ou est-ce qu'on est OK de cette manière? Bon bah écoutez, en tout cas j'étais ravi d'être avec vous. Alors c'est toujours un exercice spécial de de pas vous entendre, mais c'était vraiment un plaisir. Donc je vous l'ai dit en intro, mais c'est un chouette exercice. Et on continue d'en mettre en place. Donc soyez attentifs aux communications et puis à ce moment-là, je vous dis à une prochaine. Portez-vous bien et puis bon retour au travail pour ceux qui y rentrent et puis bonne continuation en télétravail pour ceux qui restent à la maison. Et je vous dis à une prochaine.